Loi numéro 28. Faites preuve d'audace. Principe. Si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse. Mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. Tout le monde admire l'audacieux. Personne n'honore le timoré. Respect de la loi, exemple 1. En mai 1925, les directeurs de 5 principales entreprises françaises de récupération des métaux ferreux furent conviés à une réunion officielle, mais hautement confidentielle, avec un directeur général, représentant du ministère des Postes et Télégraphes. Cette rencontre se tiendrait non pas au ministère, mais à l'hôtel de Crillon, le plus bel hôtel de Paris à l'époque. À leur arrivée, ce fut le fameux directeur général lui-même, M. Lustig, qui les accueillit dans une suite luxueuse du dernier étage. Les industriels ignoraient la raison de cette réunion, mais ils grillaient de curiosité. Après quelques rafraîchissements, le directeur s'expliqua. « Messieurs, dit-il, je vous ai convoqués pour une affaire urgente qui exige le plus grand secret. Le gouvernement envisage de démolir la tour Eiffel. » Les intéressés, stupéfaits, écoutèrent en silence l'exposé du directeur. La tour, comme cela avait été récemment révélé dans la presse, nécessitait d'importantes réparations. Elle avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 et aurait dû être démontée aussitôt après. Son entretien représentait un lourd fardeau, et en cette période de crise financière, le gouvernement n'en avait pas les moyens. Beaucoup de Parisiens considéraient d'ailleurs la tour Eiffel comme une horreur et seraient ravis d'en être débarrassés. Avec le temps, même les touristes l'oublieraient, ils ne survivraient sur les photographies des cartes postales. Elle ne survivrait sur les photographies des cartes postales. Messieurs, conclut Lustig, vous êtes tous invités à soumissionner. Il leur remit des appels d'offres à l'entête du ministère, couverts de chiffres, dont, bien sûr, le poids en métal de la tour. Les industriels ouvraient de grands yeux, supputaient les profits. Puis, Lustig les conduisit jusqu'à une limousine qui les emmena à la tour Eiffel. Arborant un badge officiel, il les fit passer en priorité devant la file des touristes et leur fit faire une visite guidée, pimentant sa promenade d'anecdotes amusantes. Après quoi, il les remercia et les pria de déposer leurs offres à son hôtel sous 4 jours. L'un des 5 soumissionnaires, un certain M.P., fut avisé quelques jours plus tard que son offre était retenue. Pour confirmer la vente, il devait se présenter à la suite de l'hôtel dans les 48 heures avec un chèque certifié de 250 000 francs, 800 000 euros, soit le quart du prix total. À la remise des arts, il recevrait un acte officiel de propriété. M.P. était tout excité. Son nom allait rester dans l'histoire pour avoir acheté et démoli ce hideux monument. Mais en arrivant à la suite du Crillon, il se prit à réfléchir. Pourquoi ces entrevues dans un hôtel et non au ministère? Pourquoi n'avait-il rencontré aucun autre haut fonctionnaire? Était-ce un canular ou une escroquerie? En écoutant Lustig discuter de la mise en œuvre de la démolition, il hésita et envisagea de se retirer. Soudain, son interlocuteur changea de sujet et de ton. Il se plaignait de son chiche traitement, de sa femme qui voulait à tout prix un manteau de fourrure, de l'ingratitude de cette mission difficile qui ne lui valait que peu de reconnaissance en haut lieu. M.P. comprit que ce monsieur Lustig lui imposait un dessous de table. Cela le rassura. Rien de plus normal. Il avait déjà eu affaire à des fonctionnaires corrompus. La confiance était revenue. M.P. lui glissa plusieurs milliers de francs en espèces, puis lui tendit le chèque certifié. En échange, il reçut un dossier complet, dont un impressionnant acte de vente. Il quitta l'hôtel jubilant, rêvant de renommée et de profits vertigineux. Les jours suivants, tandis que M.P. attendait une lettre du ministère, il commença à se douter que quelque chose n'allait pas. En quelques coups de fil, il sut qu'il n'y avait pas de directeur général du nom de Lustig,
ni le moindre projet de raser la tour Eiffel. On l'avait juste soulagé de plus de 250 000 francs. Lustig avait levé le camp pour Vienne, MP ne porta jamais plainte. Humiliation mise à part, cela aurait été pour lui un suicide professionnel. Interprétation. Si le comte Victor Lustig, ce prodigieux escroc, avait essayé de vendre l'Arc de Triomphe, un pont sur la Seine ou la statue de Balzac par Rodin, personne n'aurait marché. Mais le coût de la tour Eiffel était trop énorme, trop impensable pour être soupçonné d'une telle escroquerie. D'ailleurs, il était tellement improbable que Lustig revient à Paris 6 mois plus tard et revendit la tour Eiffel à un autre industriel, à un prix plus élevé encore. Une somme équivalent à plus d'1,5 million d'euros aujourd'hui. Une échelle aussi démesurée égare l'œil. Elle distrait, effraie. C'est tellement énorme qu'on ne peut imaginer une tromperie. Voyez grand, voyez grandiose, laissez libre cours à votre imagination. Si vous sentez que la victime a des soupçons, faites comme l'intrépide Lustig, qui, en su, se demanda un dessous de table, et l'obtint. Outrepasser les bornes du culot, cela coupera court au doute et votre audace aura le dernier mot.